Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture et mousquetaire de la majorité avec vos amis Copé, Barouin et Jacob, le club des 4, dit-on, et donc l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Parcours en 3 étapes ce soir, bien sûr. En toute fin d'émission, Perrine Tarnaud de Public Sénat vous interrogera pour tenter de démêler le fil de votre parcours entre engagement politique, bien sûr, mais aussi aspiration intellectuelle, ambition forgée aux côtés de Dominique de Villepin. Catherine Chatignoux des Échos nous rejoindra dans un quart d'heure pour évoquer notamment la crise agricole et ses conséquences sur l'unité de l'Europe. L'Europe qui juge si mal la France en ce moment. Vous, l'Européen, convaincu, reconnaîtrez peut-être que la France a certains torts depuis quelques semaines. Mais d'abord, Bruno Le Maire, quelle est votre réaction à l'annonce par Bruxelles du lancement d'une procédure d'infraction au sujet des Roms? Je crois surtout que ce qui est important à retenir dans les décisions européennes, c'est la reconnaissance qu'il n'y a pas eu de la part de la France de non-respect des règles européennes en matière d'expulsion telles qu'elles ont été conduites depuis plusieurs mois. Et je tiens à le redire de manière très claire. Qu'est-ce que nous faisons avec l'ensemble du gouvernement? Et je prends toute ma part là-dedans parce que c'est des décisions qui sont gouvernementales, collectives et que chacun doit assumer. Nous faisons respecter la règle de droit républicaine. Et je pense qu'il est très important, là je m'exprime presque plus comme élu local que comme ministre, très important que chaque Français ait le sentiment que la règle de droit est la même pour tous, partout sur le territoire. D'accord, mais Bruxelles a plus qu'un doute, puisque là, menace la France d'infraction pour non-respect des textes en vigueur. Pour le moment, on est dans les menaces. Oui. Moi, ce que je sais, c'est que la règle de droit républicaine, elle doit être appliquée partout sur le territoire. Et ce que je vois, ce que j'entends chez moi en Normandie, près d'Évreux, dans les petites communes rurales, ce que nous demandent les citoyens, c'est de faire respecter le droit partout, sans discrimination, sans stigmatiser qui que ce soit, mais en faisant en sorte que lorsqu'un territoire est occupé de manière illégale, force soit laissée au droit et à la règle républicaine. Ce sont les campagnes contre Bruxelles? C'est la règle de droit républicaine qui doit être appliquée, sans stigmatiser qui que ce soit, sans discriminer qui que ce soit, mais en faisant très attention que cette règle de droit soit bien respectée. Vous n'avez toujours pas répondu sur la procédure annoncée aujourd'hui par Bruxelles. Est-ce que vous êtes choqué, voire scandalisé? Moi, ce qui me choque, c'est quand on ne respecte pas la règle de droit. L'Union européenne, elle est dans son rôle, la Commission européenne est dans son rôle. Je n'ai pas à commenter spécialement les décisions de la Commission. Ce que je souhaite, c'est que sur notre territoire, comme le décide le ministre de l'Intérieur, en accord avec le Premier ministre, en accord avec le Président de la République, lorsqu'il y a des territoires qui sont occupés illégalement, par quelque population que ce soit, eh bien, le droit soit respecté et que les expulsions soient prononcées. Il y a des doutes, manifestement, au sein de la Commission, et notamment de la part de Viviane Reding. Je pense qu'on saura y répondre. Oui. Viviane Reding ne s'est pas illustrée par les propos qu'elle a tenus à l'encontre de la France. Je dois dire que j'ai été personnellement choqué par les comparaisons qu'elle a pu faire entre les décisions prises par la France et certains épisodes de l'histoire du XXe siècle. Moi, ce que je souhaite, de manière, une fois encore, très pragmatique, c'est qu'en France, lorsqu'il y a une règle de droit, on ne se contente pas de la commenter, on ne se contente pas de dire qu'elle existe, on la fasse respecter. Alors, Viviane Reding, la commissaire à la justice, reste très ferme. Elle évoque même une infraction pour discrimination. Cette infraction-là est possible. Est-ce que vous la jugez isolée au sein de la commission? Moi, je ne vois pas de discrimination dans l'application de la règle de droit. Il y a eu une circulaire qui a été critiquée, et qui a été justement critiquée. Je dois le reconnaître. Mais l'erreur a été corrigée très rapidement par Brice Hortefeux. Et ce que nous faisons actuellement, une fois encore, et j'insiste lourdement parce que je crois que c'est très important pour la cohésion républicaine du pays, c'est l'application des règles, les mêmes pour tous. Je ne vois pas pourquoi certains pourraient se dispenser de l'application de la règle de droit dans notre pays. Bruno Le Maire, le gouvernement et la majorité sont dans l'expectative. Est-ce que vous rêvez, vous, de Matignon? Matignon, une maison que vous connaissez si bien. Et je rêve peu. Mon métier m'en laisse peu le temps. Je vais vous faire une confidence, moi je suis un ministre de l'Agriculture heureux. Je suis très fier d'occuper ce poste-là, qui est un poste difficile, qui est un poste compliqué, mais dans lequel on tire beaucoup de plaisir et beaucoup de reconnaissance dans le contact qu'on a avec les agriculteurs, avec les pêcheurs, avec tous les métiers. Pour vous, on en parlera un peu plus tard. Oui. Mais c'est un très beau métier, c'est une très belle mission, et je suis très heureux. Et je ne me pose pas beaucoup plus de questions. Mais on parle pour vous, alors certains se disent, et vous disent, Matignon, c'est pour toi ce coup-là. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous les croyez? Politique, c'est
les commentaires parisiens. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais à Biarritz aux journées parlementaires. Justement, c'est là qu'on a beaucoup parlé de vous. Il se trouve que j'ai une ferme au Pays Basque, à Saint-Pé-sur-Nivelle. Quand je sors de ma ferme à Saint-Pé-sur-Nivelle et que je discute avec mes voisins, il n'y en a pas un qui me parle de remaniement. Le fermier du coin d'à côté, il est là avec ses brebis, il me parle de ses difficultés, il ne me parle pas du remaniement. Et je pense qu'il a raison et qu'il est plein de bon sens. Surtout à Biarritz, rencontrer des parlementaires de l'UMP qui, eux, vous en parlez du remaniement annoncé. Vous figurez donc, dit-on, parmi les premiers ministrables. Est-ce que ça oblige à se préparer? Non. Je vous réponds très clairement. Je ne me prépare pas à quoi que ce soit. Je fais mon travail de ministre de l'Agriculture. Et une fois encore, si vous voulez garder la tête froide, le mieux à faire, c'est de sortir de chez vous à Saint-Pé-sur-Nivelle, de discuter avec les gens autour de vous promener dans Évreux ou à côté d'Évreux, de circuler dans ma région en Haute-Normandie. Pas une personne que je rencontre sur le terrain ne me parle de remaniement ou de quoi que ce soit. Mais si ça arrivait, est-ce que vous vous sentiriez prêt? Si ça arrive, cela arrivera. Et personne ne sait ce qui peut se produire. La décision, La décision appartient exclusivement, totalement, constitutionnellement, et je suis respectueux, bien entendu, de la Constitution, au président de la République et au président de la République seul. Nous avons un très bon Premier ministre qui fait très bien son travail. Nous avons un président de la République qui a toutes les cartes entre les mains et qui sera seul à décider. Lorsque vous avez déjà beaucoup de décisions à prendre pour vous-même, ce qui est le cas quand vous êtes ministre de l'Agriculture, il vaut mieux ne pas s'occuper des décisions qui ne concernent que les autres. Mais donc je le disais, vous connaissez bien Matignon, vous avez été le directeur de cabinet de Dominique de Villepin. Et dans votre carrière, on y reviendra un peu plus tard, Bruno Le Maire, vous avez franchi très vite, très jeune, de hautes marches. Celle-ci ne vous ferait pas peur? Je connais bien Matignon, c'est une évidence. Quand vous avez été directeur de cabinet à Matignon, vous connaissez bien la maison. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et ce n'est pas ma décision. Je le dis vraiment avec beaucoup de conviction. Ce qu'on attend de moi aujourd'hui, ce qu'attend la majorité, le président de la République, le Premier ministre, c'est que je fasse bien mon travail de ministre de l'Agriculture. Je peux vous dire que ça suffit à un homme pour une journée bien remplie. Pour l'instant, vous n'êtes pas comme Christine Lagarde. Je ne suis pas prête pour Matignon. Donc on verra. On suivra les rumeurs et puis la décision finale. Ce n'est pas à moi de décider de tout cela. C'est la décision du président de la République seul. On dit l'enfer de Matignon, vous l'avez connu, vous y avez été plongé, ça ne vous découragerait pas plus que cela, donc. Moi, j'ai vécu aux côtés de Dominique de Villepin une très belle expérience dans les 2 années qu'il a faites à Matignon. Je pense que ça a été un très bon Premier ministre et je crois qu'il en garde lui-même un très bon souvenir. Alors, vous avez salué François Fillon comme un très bon Premier ministre. Pourtant, on sent qu'il prépare lui-même son départ. Pour preuve, la récente interview retentissante à France 2, vous l'avez bien sûr suivi. Il se voit, il le dit lui-même, relever de nouveaux challenges. Où serait-il, selon vous, le plus utile pour renforcer les chances de la victoire en 2012, puisque c'est aussi votre moteur, on en parlera dans cette émission. Où serait-il le plus utile? Vous partez du principe que François Fillon va quitter son poste. Moi, je n'en sais absolument rien. C'est au président de la République seul de le décider. Nos institutions sont bien faites. Les décisions sont équitablement réparties. Ah, d'accord, mais vous plaidez pour un nouvel élan, pour que la gauche ne remporte pas la victoire en 2012. Donc vous pourriez nous dire, là, ce soir, peut-être que ça passe par un nouveau Premier ministre, puisque vous plaidez pour un gouvernement resserré, notamment. Un nouvel élan, ça passe d'abord par la mise en place d'un certain nombre de convictions, ça passe par des décisions, ça passe par une politique que nous assumons tous totalement, beaucoup plus que par des changements de personnes ici ou là. Ce n'est pas le véritable sujet. Moi, qu'est-ce que je constate aujourd'hui? Ce que je constate aujourd'hui qui me frappe le plus, c'est que la situation économique de la France est en train de s'améliorer considérablement. Que nous avons une croissance qui va atteindre 1,5% contre les 0,75 qui avaient été attendus. Que nous avons créé 60 000 emplois nets cette année en 2010. Que nous tenons le bon bout. Et je pourrais le dire aussi dans l'agriculture, nous tenons le bon bout. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on puisse dire aux Français les yeux dans les yeux, nous sommes sortis de la crise. La situation va mieux, l'emploi s'améliore, nous avons rempli le travail. Moi, j'estime que les décisions qui ont été prises depuis 2 ans par le président de la République et par le Premier ministre, dans une situation de crise exceptionnelle, ont été les bonnes décisions, les décisions sages, les décisions qui nous ont permis de sortir en tête des pays européens de la crise. C'est pas rien. Mais je reviens à ma question sur votre ambition éventuelle, ou les supputations vous concernant, Bruno Le Maire. Est-ce que cette perspective, peut-être Matignon, je ne sais pas. Je suis très content que les gens aient des ambitions pour moi, c'est parfait. Mais est-ce que cette perspective ne vous prive pas d'une certaine liberté de ton, parce que vous avez été quand même
assez sévère avec le chef de l'État récemment dans cette tribune de la fameuse bande des quatre, puisque vous réclamez un changement de ton quand même, un changement de style. Je considère que nous avons été sévères. Vous avez donné une leçon. Vous avez donné pour le moins une leçon au chef de l'État. Vous savez, c'est pas mon caractère de donner des leçons au chef de l'État. Je suis loyal au chef de l'État et respectueux naturellement du chef de l'État. Le message principal qui était dans cette tribune, je tiens quand même à le rappeler, c'est que quatre personnes du monde politique de la majorité, qui se connaissent bien, qui sont des amis de longue date, disent « Nous voulons soutenir le président de la République pour 2012 ». C'était ça le message principal. Alors comme c'est un message positif, bien entendu, il rentre par une oreille, il ressort par l'autre. Mais c'est ça le message principal. Ensuite, nous souhaitons effectivement poursuivre l'action, accentuer l'action qui est conduite au service des Français pour que nous puissions nous présenter en 2012 dans les meilleures conditions possibles. Alors, pour l'instant, le principal écueil ou la principale réforme qu'il reste à accomplir, peut-être l'unique même, c'est celle des retraites. Bruno Le Maire, Dominique de Villepin conseille, lui, le compromis. Il dit si cette réforme passe telle qu'elle, eh bien, la majorité le paiera très cher en 2012. Il se souvient, comme vous, du blocage sur le CPE. Vous avez le même souvenir. Est-ce qu'il dit vrai? Je crois qu'on n'est pas du tout dans la situation où on était avec le CPE. On est sur une réforme dont les Français ont très majoritairement compris qu'elle était absolument nécessaire pour le pays. Mais il rejette parce que c'est du bon sens. Qu'elle est proposée, selon les sondages. Mais c'est normal quand vous demandez un effort aux Français, surtout dans une période de sortie de crise. On leur demande de cotiser plus longtemps. Forcément, c'est un effort. Personne ne peut prendre ça à la légère et se dire « Tiens, ça va passer facilement, ça ne représente aucun effort pour personne ». Si, c'est un effort. Et on mesure cet effort-là. Mais cet effort, il est nécessaire, parce que sinon nous n'arriverons pas à financer nos retraites par répartition, et il est légitime. Parce qu'à partir du moment où nous vivons plus longtemps et tant mieux dans notre pays, à partir du moment où il y a moins de personnes pour cotiser pour les retraites, il est légitime qu'on reporte l'âge légal de la retraite à 62 ans et qu'on reporte l'âge à partir duquel la décote ne s'applique plus de 65 à 67 ans. Ça, c'est les deux bornes qui ont été fixées et je souhaite qu'on s'en tienne à ça. En revanche, écoutez ce qui se dit dans la rue, écoutez les manifestants, regardez ce que disent les parlementaires, notamment au Sénat. Ça me paraît utile. Il y a des propositions qui ont été faites sur les femmes, notamment. Il y a des avancées qui ont été faites très importantes sur la pénibilité, en ramenant de 20 à 10% le seuil de pénibilité. C'est le gouvernement qui a avancé cette proposition-là. Il y en a d'autres qui viennent des sénateurs et qui sont moins bien acceptés. Le Sénat doit nous permettre d'avancer encore vers ce qui est le cœur de cette réforme, c'est-à-dire une réforme juste et une réforme équitable. Elle ne l'est pas encore juste, selon vous? Je pense qu'elle est fondamentalement juste et équitable telle qu'elle est aujourd'hui. Mais si on peut améliorer encore les choses pour les femmes sur la base des propositions que feront les sénateurs, Éric Woerth d'ailleurs l'a indiqué, je crois que ce serait une très bonne chose. Mais vous-même, par exemple, vous seriez favorable à ce qu'on maintienne la borne des 65 ans comme âge de départ sans décote pour les femmes ayant eu, par exemple, 3 enfants, oui ou non? Je pense que pour l'instant, il y a une vraie logique dans les deux bornes que sont les 62 ans comme âge légal et 67 ans pour l'âge de la décote. Que à l'intérieur de ces deux bornes, pour les femmes, on fasse plus pour les femmes sur la base de propositions qui peuvent être formulées par les sénateurs, ça me paraîtrait intéressant et juste. Bon, est-ce que le gouvernement prend néanmoins un risque en restant inflexible, comme averti Dominique de Villepin? Prenez toujours un risque quand vous prenez des décisions difficiles. Mais le pire des risques, pour notre majorité, ce serait de ne pas prendre de risques supplémentaires et de ne pas assumer nos décisions. On a pris des décisions difficiles sur les retraites, je crois que c'est une bonne chose. On a pris des décisions très difficiles sur l'agriculture pour aller vers plus de compétitivité et en opérant une véritable révolution dans la conception de l'agriculture en France. Mais c'est nécessaire. On a pris un risque, et Valérie Pécresse l'a parfaitement assumé, en décidant d'aller vers l'autonomie des universités. Mais le résultat, c'est que les universités françaises, aujourd'hui, sont plus attractives qu'elles ne l'étaient hier. Nous avons intérêt à prendre des risques. Des risques mesurés, justes, calculés. Mais je crois que c'est l'honneur de notre majorité de prendre des risques et de faire bouger le pays. En sachant dire non. En sachant écouter, d'abord. Et lorsque nous estimons que cela pourrait entamer le cœur de la réforme, savoir, comme l'a dit François Fillon, dire non. Très bien. Encore un mot sur Dominique de Villepin. Vous en avez peut-être assez qu'on vous interroge toujours sur lui, mais ça reviendra quand même un petit peu dans l'émission. Ça ne me surprend pas. Ça ne vous surprend pas. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances en 2012, puisque les sondages montrent quand même qu'à droite, il ferait un carton plein? Moi, je fais deux commentaires là-dessus. Oui. Le premier, c'est que, comme je l'ai indiqué dans la tribune, et j'assume chaque mot en général de ce que j'écris, nous nous rassemblions, la majorité, tous derrière le président de la République, s'il décide de se représenter en 2012. Je crois que c'est la sagesse et la raison pour notre majorité. Le deuxième commentaire que je tiens à faire, c'est que Dominique de Villepin a pris une décision que je crois
une bonne décision en reprenant sa carte à l'UMP cet été, en s'inscrivant dans la majorité présidentielle, en étant membre de l'UMP. On ne s'en rend pas compte forcément dans ses déclarations, dans ses actes. En politique. Oui. L'acte qu'il a posé est un acte important. Il a repris sa carte à l'UMP. Je considère que c'est un des grands talents de l'UMP. Il l'a prouvé à Matignon, il l'a prouvé comme ministre des Affaires étrangères. Nous aurions tout intérêt à lui faire la place qui lui revient, de telle sorte qu'il puisse apporter à la majorité. Très bien. Un geste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire revenir vraiment, On peut faire beaucoup pour qu'il occupe toute sa place dans la majorité. Moi, je n'ai pas l'habitude, en étant membre d'une majorité, de me dire qu'il y a des talents, on va les laisser à l'extérieur nous critiquer. Mieux vaut tendre la main, lui faire reprendre toute sa place au sein de la majorité, écouter les critiques qu'il peut faire, qui sont parfois, je le reconnais, un peu violentes et un peu perturbantes. On n'imagine pas dans le prochain gouvernement quand même. Non, mais ce n'est pas une question de place. Ce n'est pas un homme de place ou de poste. Mais je crois qu'il a toute sa place dans notre majorité. S'il ne l'avait pas d'ailleurs, il n'aurait pas repris sa carte à l'UMP. Alors Bruno Le Maire, Catherine Chattignoux des Échos va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant cela, nous allons tenter de percer le mystère, s'il y en a un, de cette fameuse bande des quatre que vous avez évoquée, bande des quatre à laquelle vous appartenez. Donc je le rappelle, 3 Chiraciens et puis pour vous, je vais dire quoi, un néo-villepiniste? Je n'aime pas les étiquettes, vous savez. Marie Brémaud, on regarde. Les bébés Chirac, les 4 mousquetaires, les Dalton. Peu importe leur surnom, leur pacte politique part d'un simple constat. On est plus fort à 4 que si on est seul. Surtout en politique, ils ont donc décidé de se la jouer collectif, ces 4 individualités. Jean-François Copé, le chef des députés UMP, ennemi juré du patron du parti, Xavier Bertrand. François Baroin, ministre du Budget et fils spirituel de Jacques Chirac. Christian Jacob, lui aussi proche de l'ancien président de la République. Et Bruno Le Maire, diplomate élevé en politique dans le sillage de Villepin. C'est l'histoire d'un groupe d'amitié. Des amis, camarades, compères, copains, compagnons, des potes donc qui ensemble, lors de déjeuners, rassemblent leurs ambitions communes pour, paraît-il, mieux servir leur camp, pour mieux servir la France. Nous proposons des pistes pour la France. Et c'est ensuite un engagement d'une génération qui a appris, qui n'a pas oublié les sources de division et qui ne veut pas rentrer dans le jeu d'une division qui pourrait être mortelle pour celles et ceux qui se retrouvent dans nos valeurs. Pas de division, cela reste à voir, car si le Quatuor s'est clairement prononcé pour une nouvelle candidature de Nicolas Sarkozy à la prochaine présidentielle, les bébés Chirac espèrent bien porter l'un des leurs, Jean-François Copé, à la tête de l'UMP. Voilà, Catherine Chattignoux des Échos nous a rejoint. Bonsoir Catherine. On va aller directement du club des 4 au club des 27 avec la crise agricole qui s'aggrave et qui est également synonyme de crise européenne. Oui, enfin, moi j'aurais bien voulu commencer d'abord par parler de la situation des agriculteurs français. Quand on regarde les chiffres des revenus des agriculteurs depuis 2 ans, c'est effarant. Ils ont perdu 34% de leurs revenus en moyenne en 2009 et 20% en 2008. Alors vous tentez de remédier à la situation en signant des chèques ici et là, mais sur le fond, quelles sont les raisons de cette dégradation? D'abord, vous verrez qu'en 2010, je touche du bois, les résultats devraient être bien meilleurs. Dans quasiment toutes les filières, à l'exception sans doute de la filière de l'élevage qui est ma préoccupation première. Donc nous sommes bien, comme en matière de finances publiques, comme en matière de croissance, comme en matière d'emploi, grâce aux décisions prises par le gouvernement et par le président de la République sur la bonne voie. Moi, je crois que nous avons impérativement besoin de faire prendre à l'agriculture française, comme nous le faisons depuis plusieurs mois, un vrai tournant, qui est le tournant de la compétitivité, de sa capacité à affronter la concurrence, notamment allemande et internationale, de façon à lui permettre de rester un des secteurs stratégiques français. Et je vais vous dire... Dans ce domaine, j'ai appris que l'Allemagne concurrençait les produits agricoles français. Oui, c'est effectivement une des grandes nouveautés. Personne n'avait vu venir l'Allemagne comme concurrent des agriculteurs français. Mais il se trouve que sur la production de l'élevage, production porcine, sur les fruits et légumes, où vraiment on n'attendait pas l'Allemagne, sur le lait, eh bien nous voyons l'Allemagne nous tailler des croupiers dans certaines filières. Mais ma conviction, c'est que la France a tous les atouts pour réussir. Et d'ailleurs que nous tenons le bon bout. Dans la filière laitière, dans les fruits et légumes, dans la viticulture, nous sommes en train de gagner des parts de marché à l'exportation, notamment en Chine. Dans la filière des grandes cultures, les céréales, où les prix ont fortement augmenté, nous pouvons être et rester les meilleurs en Europe. Nous avons tous les moyens pour réussir. Simplement, il ne faut pas mentir aux agriculteurs. Moi, quand j'entends certains qui disent, notamment certains responsables du Parti socialiste, qui disent aux producteurs de lait, il faut qu'on vous paye 400 € la tonne.
Mais je me demande comment, en conscience, sérieusement, on peut dire ça à un producteur de lait. Chacun sait bien que le lait n'atteint pas 400 € la tonne. Chacun sait bien que les pouvoirs publics n'ont pas la capacité entre leurs mains de payer la tonne de lait 400 €, alors qu'au mieux, elle atteint 320 ou 330 €. Et chacun sait bien que si jamais nous arrivions à payer 400 € la tonne de lait, qu'est-ce que feraient les industriels? Ils iraient chercher leur lait en Allemagne et ils mettraient tous les producteurs de lait français en grande difficulté. Moi, je tiens un discours de vérité aux agriculteurs français. Surtout qu'on va vers une libéralisation des quotas, puisque les quotas vont disparaître On va vers une libéralisation des quotas. On renonce à ces quotas qui fixaient une quantité de lait administratif pays par pays. Aucun État membre ne souhaite revenir là-dessus, la France non plus. Simplement, ce que je souhaite, c'est qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'on ne dise pas on abandonne les quotas puis on ne met rien en face. Moi, ce que je souhaite, c'est que, effectivement, nous abandonnions des quotas qui n'ont pas apporté la preuve de leur efficacité, mais qu'en face, nous mettions, et nous sommes en train de gagner cette partie, une régulation des marchés. Je ne crois pas à la libéralisation totale des marchés agricoles. Je pense que ce serait une faute politique, et donc je me bats depuis maintenant 12 mois pour qu'il y ait une vraie régulation, c'est-à-dire la capacité d'intervenir quand il y a une crise, la capacité à stabiliser les prix, la capacité à garantir un revenu décent pour les agriculteurs. Mais je dirais que c'était le rôle de la PAC, de protéger les agriculteurs contre les à-coups des marchés, alors que... C'est comme la politique agricole commune. C'est ce que je souhaite aussi, mais tous n'avaient pas la même conception en Europe du rôle de la PAC. Je vous rappelle qu'il y a un an, quelles étaient les propositions sur la table? La Commission avait dit, le budget de la PAC, on le réduit de 30 à 40%. Vous imaginez ce que ça veut dire pour le revenu des agriculteurs français. La régulation, on refuse catégoriquement. L'Allemagne et la France, elles étaient sur deux positions totalement divergentes. Un an après, en septembre 2010, où on en est? Le budget de la PAC, tout le monde est d'accord pour dire qu'il serait quand même plus raisonnable de le préserver. La régulation surtout des marchés... surtout en France, puisque surtout en nous France, sommes les premiers mais bénéficiaires. Il y a maintenant un consensus entre 20 États membres pour dire qu'il faut maintenir le budget de la PAC tel qu'il est. La régulation des marchés... Mieux le répartir. Mieux le répartir sans doute, mais donc le maintien moins pour les Français. tel qu'il est. La régulation était un véritable gros mot en Europe. Aujourd'hui, c'est un point de consensus à l'initiative de la France entre les pays européens. Quant à la France et l'Allemagne, qui étaient divisées sur les questions agricoles, après un an de négociations, nous avons signé une position commune entre la France et l'Allemagne sur l'avenir de la PAC. C'est la meilleure nouvelle que les paysans français pouvaient avoir au cours de ces derniers mois. Mais il faut quoi? L'unanimité des États membres ou une majorité? Il faut une majorité qualifiée, mais je peux vous dire que je continue à me battre, et tant que nous n'aurons pas tout acquis en matière d'aide pour les agriculteurs français, de préservation de la PAC, je continuerai à me battre. Une petite question au passage sur le budget national. Cette fois, votre budget à l'agriculture est en baisse, comme quasiment tous les budgets. Il est en légère augmentation, si je peux bon, alors attendez, là, les chiffres de 1,8%. Ah oui, mais il y a d'autres chiffres, on dit 3, et quelques en baisse. Alors, non, si vous prenez l'enseignement agricole et la mission agricole au sens large, il est en légère hausse de 1,8%. Pour une raison qui est très simple, c'est que le président de la République et le Premier ministre ont fait un choix stratégique qui est de dire nous croyons dans l'avenir de l'agriculture française. Ils ont connu, comme vous venez de le rappeler très justement, un effondrement de leurs revenus comme aucun autre secteur économique n'en a connu en 2009. Imaginez ce que c'est de perdre 50% de son revenu. Imaginez votre salaire divisé par 2, ce que cela veut dire. Donc nous avons décidé, avec le Premier ministre et avec le Président de la République, d'accorder un effort particulier aux agriculteurs pour le budget 2011, avec des plans de soutien, des plans de développement des filières et un accompagnement des filières les plus en difficulté. Catherine, sur l'Europe. Alors, sur l'Europe, vous parliez tout à l'heure de la crise des Roms. Vous avez un peu évoqué tout à l'heure la façon dont vous aviez traversé cette crise, jugé un peu les événements. Mais moi, je voudrais savoir plus précisément si vous auriez géré cette crise comme votre successeur Pierre Lellouche l'a fait. Pierre Lellouche l'a très bien géré. Très franchement, je n'ai pas à faire des critiques sur ce qu'a fait mon successeur. Je trouve que Pierre s'est très bien débrouillé, qu'il a su expliquer la position française aux autorités européennes, notamment à la Commission. Et je le redis, je pense qu'il faut que nous fassions très attention à ce risque qui existe en Europe d'une montée du populisme et des extrêmes que nous voyons dans un certain nombre d'États membres. Le populisme et les extrêmes se nourrissent de quoi? La faute de qui? Ils se nourrissent du laxisme et de l'absence du respect des règles républicaines. Lorsque vous ne faites pas respecter le droit, lorsque un certain nombre de citoyens ont le sentiment qu'il y a des règles à deux vitesses, lorsque, en plus, la crise frappe en termes de chômage, en termes d'emploi, en termes de revenus, là, vous nourrissez le populisme, là, vous nourrissez les extrêmes. Quand, en revanche, vous assumez
l'application stricte de la règle de droit, je pense que vous dégagez la voie à un consensus républicain. Alors vous craignez la montée du populisme qui est notable effectivement dans un certain nombre de pays européens. Bruno Le Maire, je vous montre la nouvelle couverture de Newsweek de cette semaine. C'est une couverture qui me choque profondément. Alors elle dit que donc il y a une poussée des extrêmes en Europe, une ligne dure à droite, et la personne qui incarne ce populisme, c'est Nicolas Sarkozy. C'est une couverture qui me choque profondément. Comme d'autres couvertures des mêmes journaux anglo-saxons avaient pu me choquer au moment de la crise en Irak, lorsqu'on accusait les Français de tous les maux, allait accuser le président de la République, qui fait respecter la règle de droit, ni plus ni moins. De populisme ou de xénophobie comme le fait Newsweek, je trouve ça tout à fait inacceptable. Et je pèse mes termes. Qu'est-ce que fait vent de critique, le président de la République ? Il y a un vent de critique. Le président de la République fait respecter le droit républicain. Moi, je suis élu local. Je suis élu au Conseil régional. On a dit les campagnes françaises contre Bruxelles. Mais je vous assure que c'est la vérité. Écoutez ce que disent les maires de gauche comme de droite. Qu'est-ce que c'est lorsque vous avez un campement illégal à la sortie de votre commune de 600 ou de 700 habitants, lorsque le droit n'est pas respecté et que le campement illégal reste, alors même que les citoyens de cette même commune vont être sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas, eux, la moindre infraction au code de la route. Si on laisse de côté un peu les Roms quelques instants, Bruno Le Maire, est-ce que vous avez toujours été très à l'aise avec ce qui s'est passé depuis cet été, ce durcissement sécuritaire, l'idée par exemple d'élire les juges, la déchéance de nationalité dont on débat en ce moment à l'Assemblée nationale, vous êtes toujours à l'aise? Il y a des choses qui sont très diverses. Moi, je suis à l'aise, par exemple. Vous êtes à l'aise avec des principes qui sont simples. Je suis à l'aise avec le respect de la règle de droit. Je suis à l'aise lorsque le contrat de sécurité, qui est un contrat moral que nous avons conclu avec les Français en 2007, est respecté. En revanche, je dois dire que lorsque, dans une circulaire, on rajoute spécifiquement les Roms, eh bien je me félicite que le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, le corrige rapidement. Est-ce que vous regrettez que le directeur de cabinet soit toujours en poste ? Ça, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas à juger de la façon dont il gère ses troupes. L'erreur, elle est humaine, elle peut arriver à tout le monde. Ce que je dis simplement, c'est qu'il est bien, il est juste de la part de Brice Hortefeux d'avoir corrigé rapidement cette circulaire, parce que nous n'avons pas vocation à pointer du doigt les uns ou les autres. Mais faisons très attention, nous avons un contrat moral sur la sécurité avec les Français, il faut le respecter, il faut des résultats, et nous avons l'obligation de garantir à tous les Français, notamment les plus faibles d'entre eux, que le droit républicain est le même pour tous. Catherine ? Vous parliez de respect de la règle de droit. S'il y en a une que les États membres de l'Europe n'ont pas respectée, c'est celle des règles du pacte de stabilité et du respect de la bonne gestion des finances publiques. Aujourd'hui, la Commission a fait des propositions pour essayer de mieux encadrer les dépenses, la dette. D'envisager des sanctions financières. Absolument. Alors, toute une batterie de sanctions sont prévues. Ça va être compliqué à mettre en œuvre, comme d'habitude. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne voie pour obliger les États à plus de vertu budgétaire ? Attention à ce que l'Union européenne ne se résume pas à une batterie de règles, de normes et de sanctions. L'Europe, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est l'un des éléments clés de mon engagement politique. Ouais. Je fais de la politique parce que je crois à un certain nombre de convictions pour la France, parce que j'aime mon pays, et pour l'Europe, parce que je crois dans l'Europe. Mais je crois dans une Europe qui présente des projets pour les jeunes, pour les étudiants, des projets pour la culture, des projets pour l'innovation, pour la recherche, des projets pour l'agriculture. Tout ce que je vois sortir de l'Europe aujourd'hui, c'est des règles, c'est des contraintes, c'est le bâton, c'est la condamnation, c'est des accusations contre la France. Ce n'est pas l'Europe que j'aime. Je le dis très clairement. L'Europe que j'aime, c'est l'Europe qui a des ambitions. C'est l'Europe qui est ouverte. C'est l'Europe qui est généreuse et qui est capable de construire des politiques qui puissent enthousiasmer les citoyens européens. Moi, l'Europe qui me dit, si jamais vous ne respectez pas la règle de stabilité du pacte budgétaire, on va aller prendre l'argent de vos paysans. Désolé, je vous parle franchement, c'est pas mon truc. Moi, ce que je vois, c'est qu'en France, nous avons fait des efforts budgétaires sans précédent. François Baroin a fait ce matin une excellente présentation au Conseil des ministres. Il a rappelé que nous allions réduire le déficit budgétaire entre 2010 et 2011 de 7,7% du PIB à 6% du PIB. C'est une marche considérable que nous allons là, elle est bienvenue, sous la pression européenne. Ce n'est pas une pression européenne, c'est un choix politique national assumé. Qui répond aux obligations de Bruxelles. Je le redis avec beaucoup de force, l'Europe que j'aime est une Europe qui propose, est une Europe qui inspire,
une Europe qui enthousiasme et pas une Europe qui sanctionne, qui condamne ou qui pointe du doigt les uns ou les autres. Vous qui connaissez bien l'Allemagne, c'est tout de même bien, sous la pression des Allemands, que l'Europe tout entière est appelée à faire plus de rigueur. Mais je crois qu'on surestime totalement le rôle de l'Allemagne en la matière. L'Allemagne, elle pratique effectivement une vertu budgétaire. Et nous avons décidé, c'était une décision du président de la République qui me paraît une excellente décision, de mieux coordonner nos politiques budgétaires entre la France et l'Allemagne. Quand j'étais secrétaire d'État aux Affaires européennes, j'étais le premier à dire qu'il faudrait que le ministre du Budget aille en Allemagne, présenter le budget français et échanger avec son homologue allemand sur ce sujet-là. Nous le faisons, très bonne chose. Plus on ira vers un travail en commun avec l'Allemagne, mieux on se portera. Mais là aussi, n'accusons pas l'Allemagne de tous les maux. Ce n'est pas l'Allemagne qui met la rigueur budgétaire partout, qui exige forcément des contraintes supplémentaires. Elle a une vraie rigueur budgétaire, elle a une capacité à bien tenir son budget dont on peut s'inspirer, mais je ne crois pas que ce soit le rôle de la Commission de systématiquement proposer des sanctions supplémentaires. Merci Catherine. En tous les cas, vous militez, vous, avec vos amis de la bande des quatre, je reprends l'expression, pour un pacte nouveau entre la France et l'Allemagne. Vous devez être chagriné alors des liens distendus en ce moment entre Paris et Berlin, entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui se sont chamaillés sur les Roms. On y revient encore. Il n'y a pas de lien distendu. Je pense, et je mets toute modestie à part, être un des ministres du gouvernement qui connaît le mieux l'Allemagne. Oui. C'est un pays que j'aime profondément, que je connais bien, dont j'admire la culture et dans lequel je me rends environ toutes les 3 semaines. Qu'est-ce que je constate? Regardez la question agricole. Il n'y a jamais eu de position commune entre la France et l'Allemagne depuis la création de la PAC. J'ai signé à Berlin, il y a 15 jours, une position commune entre la France et l'Allemagne sur l'avenir de la PAC, avec le soutien de la chancelière et du président de la République. Donc je crois qu'on exagère là aussi les bisbilles ou les petites irritations ici ou là, et qu'on ne voit pas le mouvement global. Sur l'agriculture, rapprochement. Sur le budget, rapprochement. Sur la convergence fiscale, rapprochement. Sur la coordination des politiques économiques, rapprochement. On tient la bonne direction. Allez, avant que Perrine Tarnaud nous rejoigne, on va tenter donc d'en savoir un peu plus sur vous, Bruno Le Maire, votre parcours d'intellectuel en politique. Vous n'avez pas fait sensation uniquement avec cette tribune politique au début du mois qu'on évoquait dès le début de cette émission. On vous connaît également comme auteur, voire comme écrivain. Tam Tranui. Les producteurs en colère, les bottes dans la gadoue et les prises d'otages laitières. Ah, c'est sûr, Bruno Le Maire, vous ne vous imaginiez pas à l'agriculture. Vous, c'était plutôt la littérature, les couloirs de l'école normale supérieure et un début de thèse sur Proust. Et d'ailleurs, le temps ne vous a pas effacé de la mémoire de vos professeurs. C'était un élève parfait. De ceux qu'on ne souhaite pas voir trop nombreux tout de même, parce que ça deviendrait presque ennuyeux. Mais comme vous le dites vous-même dans votre dernier livre, on devient rarement ce que l'imagination nous incline à devenir. Et c'est vrai que la réalité vous a vite rattrapé. L'université ne satisfaisait pas vos ambitions. Vous lui avez vite préféré Sciences Po Léna. J'approuvais tout à fait qu'il saute dans un canot de sauvetage pour aller plus loin vers des situations qui, socialement, devenaient beaucoup plus considérées. Vous voilà aujourd'hui auteur, déjà 2 livres à votre actif, où vous vous présentiez en observateur des puissants, entre Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, votre mentor. Aujourd'hui ministre, vos ambitions politiques satisfaites, retrouveriez-vous vos appétits littéraires? Votre prochain livre, un essai très personnel sur votre engagement dans la vie publique, signerait même les débuts d'un écrivain. Voilà, c'est Perrine Tarnaud qui vous interroge maintenant sur vous-même, Bruno Le Maire. Bonsoir Bruno Le Maire. Alors, qui est votre mentor en politique? Moi, j'ai commencé à faire de la politique avec Dominique de Villepin. Donc, je lui dois beaucoup. Mais ensuite, j'ai un parcours qui est effectivement assez original. Je dois beaucoup à Dominique de Villepin. Je dois beaucoup à Jean-Louis Debré. Donc vous avez repris la circonscription dans l'heure. J'ai repris la circonscription que je vois souvent parce qu'il me donne des conseils très fréquemment. Et je dois beaucoup au président de la République, qui m'a fait confiance, qui m'a confié le poste de secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui était un poste difficile. Puis, effectivement, à ma grande surprise, je le reconnais, le poste... peut-être aussi. Non, ma surprise, mais j'ai découvert, après tous les charmes du métier, le poste de ministre de l'Agriculture. Je dois beaucoup à ces 3 personnes. Donc c'est effectivement un parcours un peu improbable, à droite, en si peu de temps de passer de ces 3 hommes. C'est un parcours original. Mais vous en citez 3 de personnalités, ça veut dire que vous refusez de choisir votre mentor. Mais parce que
pourquoi est-ce qu'on fait de la politique? Moi, c'est une question que je me pose, pas tous les jours, heureusement, parce qu'on n'a pas tout le temps de se poser ces questions-là, mais c'est une question à laquelle il faut revenir souvent. Je fais de la politique pour défendre des convictions, parce que je crois dans un certain nombre de choses pour mon pays, et je crois dans un certain nombre de choses pour l'Europe. Et je veux me donner des moyens de mettre en application ces convictions. Et c'est pour cela que je fais de la politique. Je ne le fais pas seul, je le fais avec des amis, je le fais avec ce que vous appelez la bande des quatre ou les quatre mousquetaires, comme vous le voulez. Je le fais sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, parce que c'est une aventure collective, la politique, mais je le fais pour des convictions. Mais justement, comment, vous venez de citer 3 hommes, comment on peut passer de l'un à l'autre sans renier ses valeurs? Parce que, d'abord, je crois que les 3 hommes partagent beaucoup plus de valeurs qu'on ne le croit. Lesquels, et parce que c'est des hommes qui croient dans la France. Ce sont des hommes qui croient dans la force politique, la capacité de la politique à changer les choses. C'est un des grands points communs d'ailleurs entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Et ce sont des hommes qui ont décidé de changer un certain nombre de choses dans notre pays de façon à ce que chaque citoyen vive mieux. Et moi, je partage ces ambitions-là. Dans votre prochain livre, qui va sortir chez Gallimard à la mi-octobre, je crois, vous parlez justement des 3 vertus qui sont essentielles, selon vous, dans la vie publique. Alors vous citez l'autorité, la mémoire et la patience. On est très loin du sarkozysme, là, non? On est très proche de mes convictions, et je ne pense pas qu'on soit si loin de ce qu'applique le président de la République. Mais je crois que c'est important. Des valeurs qui appellent à une politique publique un peu moins spectaculaire, non? C'est important de défendre ses convictions et d'exprimer ses convictions. C'est aussi l'objet de ce livre. C'est une façon de se mettre un instant un tout petit peu en retrait de la vie publique, d'essayer de réfléchir un peu à ce qui doit fonder une action politique aujourd'hui. Je crois que la mémoire, c'est essentiel, effectivement, parce que nous sommes un pays de mémoire, qui a une histoire ancienne, et que l'Europe, qui est là aussi au cœur de mes convictions, est d'abord un continent de mémoire. La patience est important aussi parce qu'on ne change pas tout du jour au lendemain et que seule une action de long terme permet de faire bouger les choses. Ce qui a été fait sur les universités, ce qui a été fait sur l'emploi, ce qui a été fait en matière agricole donne des résultats sur le long terme. Donc je crois beaucoup à cette vertu-là. Et puis l'autorité, qui pour le coup, je crois, rejoint certaines qualités du président de la République, elle est indispensable si on veut que les plus faibles soient protégés et si on veut également que les règles de droit soient appliquées dans notre République. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans ce livre, on le verra à la fin du mois d'octobre. Vous écrivez tous les jours au quotidien? J'écris le plus souvent possible. Je suis très ému d'ailleurs que vous ayez retrouvé Jean-Yves Tadier, qui pour le coup est un vrai mentor intellectuel. C'est lui qui a dirigé mes travaux de maîtrise, de DEA, puis de thèse, qui est un professeur remarquable. Et je tiens à travers lui à rendre hommage à tous les professeurs d'universités, de collèges, d'écoles auxquels on doit énormément. Justement, est-ce qu'il a été un de vos mentors dans la vie à un moment donné, à une époque peut-être charnière? Oui, c'est quelqu'un qui m'a indiqué très clairement, je dois dire, que j'avais intérêt à poursuivre dans l'écriture, à avancer dans la politique, mais peut-être à laisser tomber l'université. Oui, mais là, il semble le regretter dans l'interview. Il dit que vous avez peut-être choisi un métier plus exposé, aussi mieux rétribué. Mieux rétribué, vous savez, on ne fait pas fortune en politique. Non. Je pense même que lorsqu'on fait de la politique, on choisit délibérément de renoncer à faire fortune ou à réussir financièrement. Ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, une fois encore, c'est de défendre mes convictions. Que prof, quand même, hein. Oui, mais on gagne mieux banquier que ministre aussi. On peut regarder les choses comme ça. Est-ce que vous, si vous écrivez chaque jour, est-ce que vous lisez Proust chaque jour? Je lis Proust souvent. Souvent, oui. Mais en tout cas, cette écriture, c'est une discipline que vous imposez quotidiennement. Pourquoi, finalement? Parce que l'action publique a besoin de s'ancrer dans la réflexion. Et que l'action publique, qui va de plus en plus vite, qui repose sur un certain nombre de nouvelles qui tombent très rapidement, qui est faite de crises que vous avez à gérer. Quand vous êtes ministre de l'Agriculture, vous avez beaucoup de crises à gérer. Elle peut, à un certain moment, vous faire dévier de votre cap, vous faire dévier de vos choix fondamentaux. La politique repose sur des choix moraux. Elle repose sur des convictions pour le pays. Elle repose sur un certain nombre d'engagements par rapport à l'histoire de son pays, à l'histoire européenne. Je le dis dans mon livre très clairement, ce qui s'est passé pendant tout le XXe siècle, ce qui s'est passé avec la Shoah, ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, tout ça a un rôle dans mon engagement politique. Je pense qu'il ne faut jamais le perdre de vue. C'est la meilleure façon d'éviter les erreurs. Donc c'est une réflexion sur votre engagement politique, mais quand même au quotidien, à la base, c'est l'ambition qui reste le moteur, non, en politique? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, je suis en désaccord avec cela. Certains assument totalement. Quand vous nous dites ça. Mais forcément que lorsque vous faites de la politique, vous avez de l'ambition, c'est normal. Mais ce n'est pas forcément le moteur principal.
Là, je sais que certains disent j'assume totalement mes ambitions, je suis ambitieux et heureux de l'être. Moi, je ne dis pas que l'ambition est mon moteur principal. Je le dis très clairement, j'ai des convictions, j'ai un certain nombre de choses auxquelles je crois que je souhaite pouvoir mettre en œuvre, et c'est plus ça, mon moteur, qu'une ambition personnelle. Vous avez rappelé l'importance pour vous de la mémoire, vous avez cité la Shoah. Comment est-ce que vous avez reçu la défense de votre ami Jean-François Copé, qui est attaqué par Martin Hirsch sur le conflit d'intérêts, et Jean-François Copé dit comme Martin Hirsch, mon père a été sauvé par des justes. Est-ce que c'était vraiment la défense idoine? Est-ce que vous n'avez pas été choqué par cette référence? Toute confiance. Vous qui avez dénoncé tout à l'heure, comme d'ailleurs Jean-François Copé, je vais vous répondre très... le rapprochement fait par Viviane Reding. Je vais vous répondre très librement. D'abord, sur 2 points. Le premier, c'est que je fais entièrement confiance à mon ami Jean-François Copé. Je sais qu'il ne mélange pas les gens. Et je sais qu'il fait un partage total, franc et honnête entre ses activités d'avocat et ses activités de président de groupe et de député. Je lui fais une totale confiance. Le deuxième point, c'est que je suis de plus en plus surpris dans le débat public, que ce soit sur cette affaire-là ou sur d'autres affaires, du mélange des genres entre des choses qui sont, dans le fond, pas de très grande importance ou d'importance réduite, et des événements dramatiques qu'ont connus nos pays, la France, l'Allemagne, d'autres pays voisins et l'Europe. Laissons à ces événements dramatiques la place qui est la leur. Ce sont des événements fondateurs qu'on n'a pas à ramener à toutes les sauces, dans tous les événements, y compris les événements de la politique politicienne. Je souhaite vraiment que nous évitions ces comparaisons qui sont en général malencontreuses. Voilà, ça c'est pour Jean-François Copé. Non, c'est pas pour Jean-François Copé. C'est lui qui a eu un système de défense dans que le vous débat avez dû public condamner. depuis des semaines, je vois que systématiquement, on parle d'un problème d'expulsion, on parle d'un problème de respect des règles publiques, on parle de sujets, et tout d'un coup, on revient à la question de la Shoah et de l'extermination des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est profondément choquant. Mettons un tout petit peu de raison et un tout petit peu d'ordre dans nos raisonnements intellectuels et politiques. Perrine. Pour revenir un peu à votre départ en politique, à votre ancrage, à la conquête finalement du terrain, quand vous avez décidé de vous lancer dans votre département de l'Eure, c'était le début des emmerdes, comme vous a dit Dominique de Villepin. Est-ce que ça s'est révélé vrai sur le terrain ? C'est pas facile, je le reconnais, de passer du bureau du directeur de cabinet du Premier ministre, qui n'est pas un poste facile, mais où en règle générale on ne bouge pas entre les 4 murs de son bureau rue de Varennes, au terrain politique, où vous rencontrez des gens qui n'en ont absolument rien à faire que vous soyez directeur de cabinet du Premier ministre, qui se demandent légitimement, uniquement, si vous allez bien défendre leurs intérêts et leurs valeurs. C'est un vrai choc. Vous avez dû forcer votre nature, vous qu'on vous dit plutôt réservé, parfois un peu lisse. J'ai dû forcer ma nature. J'ai dû forcer ma nature. Je suis beaucoup moins lisse qu'on ne le pense, mais en revanche, je reconnais une certaine réserve et j'ai dû forcer ma nature. Je me souviens d'ailleurs très bien d'un premier meeting où Jean-François Copé, justement, était venu m'accompagner parce qu'il m'a beaucoup soutenu, comme François Baron était venu me soutenir aussi avec beaucoup de gentillesse. Et Jean-François m'avait dit à la sortie du meeting, tu sais, avec son franc-parler, ça ne va pas le faire du tout si tu remontes la travée sans tendre la main et saluer les gens. Il faut que tu ailles vers les gens. Il y en a 9 qui te salueront et 1 qui te crachera à la figure, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut faire. C'était un très bon conseil. Totalement débarrassé de votre côté techno. Hein. Techno, je pense m'en être débarrassé. La réserve, ça fait partie de ma nature, c'est vrai. En tout cas, vous ne faites pas de vagues, ce qui vous rend peut-être Matignon compatible aujourd'hui. Mais je ne suis pas là pour faire des vagues. Vous savez, on peut s'agiter, faire des moulinets. Je vois ma fonction et ma responsabilité comme une fonction pour résoudre les problèmes des personnes dont j'ai la charge. Les agriculteurs, les pêcheurs, l'industrie agroalimentaire. Je suis là pour résoudre les difficultés et pour fixer un cap. Si vous aviez dit des Français, on vous aurait encore interrogé sur l'hypothèse Matignon. Oui, mais je dis les agriculteurs, les pêcheurs et l'industrie agroalimentaire, qui fait déjà beaucoup de Français, vous savez. Bien sûr. Laurent Fabius avait moins de 40 ans quand il est entré à Matignon. 41 ans, ça vous Oui, je suis plus jeune du tout. Alors, mais quand même, est-ce que la ressource du quadra va s'imposer, selon vous, au chef de l'État aujourd'hui? L'âge n'est pas une vertu. L'âge n'est pas une vertu. Ce qui est une vertu, c'est le travail que l'on fait, et c'est la capacité à occuper un poste qui vous a été confié. C'est ça qu'on attend de quelqu'un. Et l'âge n'est jamais une vertu. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes bien. Tous les jeunes ont vocation à vieillir, et des personnes beaucoup plus âgées font beaucoup mieux le travail que vous. Vous évoquiez tout à l'heure Copé et Baroin qui étaient déjà à vos côtés lors de vos premiers pas en politique. On parlait tout à l'heure du Club des 4. Comment est né cet attelage ?
Moi, j'étais directeur de cabinet du Premier ministre, et donc le directeur de cabinet, il travaille avec tous les ministres, et il rend les arbitrages qui ne sont pas les arbitrages les plus importants, qui sont rendus directement par le Premier ministre. C'est là que j'ai fait connaissance de François Baroin, de Jean-François Copé, que j'ai fait connaissance de Christian Jacob. On s'est très bien entendus, on s'est revus, on a échangé, on a dîné ensemble, et donc à la base, c'est vraiment une relation amicale entre nous quatre. Et par ailleurs, je crois profondément au caractère collectif de la politique. Il n'y a pas vocation forcément en politique à échanger des piques, des petites phrases ou des critiques. On peut aussi travailler amicalement. Très bien, merci Bruno Le Maire. La semaine prochaine, invité de Preuve par 3, François Bayrou. Bonsoir à tous.